Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 27 novembre, le salon du voyage et de la croisière a ouvert ses portes ce matin au WTC de Jarry. Jusqu'à dimanche, les Guadeloupéens vont pouvoir programmer leurs prochaines vacances en bénéficiant notamment de prix avantageux. Plus de 35 exposants sont présents, des compagnies aériennes, des compagnies de croisière, mais aussi des chaînes hôtelières. Au cours du week-end, plusieurs animations, mais aussi des conférences sont programmées. Alors bien sûr, il y a les voyages de loisirs, mais aussi les voyages professionnels. Karine Gelman, justement, nous en dit plus dans ce domaine. L'évasion dans le travail, des hôtels luxueux, des bateaux de croisière, tout cela dans le cadre d'un séminaire. Le voyage d'affaires est en expansion en Guadeloupe. Je peux parler pour le compte de Fort-Royal où on a une salle de séminaire et on en fait de plus en plus. Et après c'est vrai que la clientèle affaires reste aux alentours de tout ce qui est Gosier, Pointe-à-Pitre, Jarry. Fort-Royal, la marina du Gosier sont en effet des lieux stratégiques car près des pôles économiques. Organiser un voyage d'affaires, c'est aussi faire face au contexte économique des entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai que les clients sont en attente de plus de services face à la concurrence évidemment d'Internet et face aux contraintes qu'on a dans les entreprises en termes d'optimisation de budget, restriction des coûts, vous le voyez partout, des visioconférences, moins de collaborateurs qui se déplacent, mais malgré tout, toujours le souhait de voyager et au meilleur prix. Le développement des lignes d'avion est une aubaine pour cette clientèle. Je pense que ça va intéresser une clientèle d'affaires, effectivement, sur les États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de développement de la Guadeloupe sur les États-Unis, mais on peut espérer l'inverse. Par contre, du tourisme qui va arriver sur la Guadeloupe. La Guadeloupe est également une zone de voyage d'affaires pour la métropole et l'étranger. On a des formateurs, des gens qui viennent de tous les horizons. On organise également parfois, comme là dans le cadre du conseil régional, la conférence sur le climat. Du coup, on a fait venir des acteurs de toute la Caraïbe, mais aussi au niveau mondial, de différentes destinations. Travailler dans une atmosphère agréable, ensoleillée, de quoi remonter le moral des équipes. Et ce salon qui se tient ce week-end au WTC de Jarry nous donne l'occasion d'en savoir un peu plus sur les habitudes des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes en matière de voyage. Muriel Barlagne nous donne quelques pistes. Combien sont-ils à voyager chaque année? Le syndicat national des agences de voyage, majoritaire en Guadeloupe, ne peut le dire. Il n'y a pas non plus de profil type du voyageur. Aujourd'hui, les tarifs permettent à tout le monde de partir en vacances. En revanche, il est possible de parler des habitudes des Guadeloupéens. En la matière, pas de surprise. C'est Paris, mais aussi la province qui arrive en tête. Les clients y ont de la famille et y partent généralement pour un mois ou deux. Viennent ensuite les îles voisines, Saint-Martin, la République dominicaine, la Martinique ou encore Sainte-Lucie. Mais de nouvelles pratiques commencent à émerger. Grâce à l'arrivée de compagnies aériennes qui proposent des destinations justement nouvelles, eh bien, les Guadeloupéens en profitent pour découvrir d'autres horizons. Par exemple, la compagnie norvégienne qui va se poser la semaine prochaine en Guadeloupe pour la première fois, propose New York, propose Washington, propose Baltimore, Boston. Donc ce sont des destinations qui commencent à bouger un petit peu. On propose des séjours sur ces destinations-là, donc l'hôtel, des prestations type des visites, des excursions. Et donc les Guadeloupéens en profitent pour découvrir ces destinations à moindre coût. Très tendance depuis quelques années le départ en croisière. Les compagnies rivalisent chaque fois plus d'ingéniosité pour attirer les passagers. Les tarifs sont de plus en plus attractifs. Un enfant peut par exemple voyager pendant une semaine en pension complète pour 115 €. La particularité de la croisière, c'est que les compagnies viennent uniquement pendant la période de l'hiver. À partir de l'hiver entre guillemets, donc du mois de décembre jusqu'au mois de mars-avril. Elles repartent en avril vers la Méditerranée. Donc c'est effectivement pendant cette période les voyages qui sont les plus prisés. Plusieurs compagnies viennent maintenant en Guadeloupe, elles se partagent le marché. Vous avez la compagnie Costa qui vient avec 2 paquebots, c'est énorme. Vous avez la compagnie MSC qui vient avec un nouveau paquebot qui est le MSC Orchestra. Et la compagnie Croisière de France qui vient avec l'Horizon. Alors toutes les 3 se proposent des services et des produits qui sont différents et c'est l'occasion chaque année pour les Guadeloupéens de tester et avec des rapports qualité-prix qui sont absolument incroyables. De 100 à 300 €, c'est la somme dépensée en moyenne pour un voyage dans la Caraïbe. Les Guadeloupéens n'hésiteraient d'ailleurs pas à s'offrir plusieurs escapades dans la région pendant l'année. Pour les grandes vacances, le budget est plus élevé. 800 à 1000 € par personne.
Des voyages plus importants sont alors planifiés pour des destinations plus lointaines et originales. Plus de 400 lycéens ont été confrontés hier aux violences à l'égard des femmes et notamment la violence qui sévit via les réseaux sociaux. Plusieurs intervenants étaient réunis au Palais des Sports Laura Flessel de Petit-Bourg pour évoquer ces technologies de l'information et de la communication. Les précisions de Richard Scott-Tamar. Au cœur du sujet, les smartphones et l'utilisation dangereuse qu'en font les adolescents. Il est question de photos de nus, réalisées parfois à l'insu de jeunes filles mineures, puis échangées et moquées par les camarades d'école. Ou bien encore plus grave, des vidéos à caractère pornographique, mettant en scène des adolescents. C'est vrai que moi par exemple je ne suis pas très forte en... Alors je ne vais pas le prononcer, je sais que vous allez hurler, mais c'est pas grave. Instagram. Et je crois que ça c'est vraiment le pire. Parce que, et là, visiblement il y a des photos, mais c'est pas grave, ça passe. Bon, et je pense qu'il faudra peut-être que je fasse une formation sur ces réseaux. Et à part le dialogue, et puis effectivement, comme le disait la collègue, personne n'est à l'abri de rien du tout. Un panel pédagogique composé d'enseignants et de professionnels des questions liées au respect de la femme s'est réuni pour faire passer un message fort à tous ces jeunes. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire ce qui s'est passé là n'est pas bon, qu'on a vu des films pornographiques ou autres. Il faut réagir. Il faut que les jeunes fassent de la prévention auprès des jeunes et il faut surtout arriver à rendre les jeunes acteurs de leur propre avenir. On ne leur fait pas assez confiance. Du côté des lycéens, ces problématiques sont comprises, mais parfois, l'échange autour de ces questions avec des adultes est compliqué. Il peut y avoir une forte éducation derrière un enfant. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'influence au lycée. Il y a l'harcèlement. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au lycée, un élève vous harcèle. Oui, fais une vidéo, machin, tu es belle, machin. C'est de l'influence. Elle sera influencée, elle fera la vidéo. Ce jeune homme qui lui a dit qu'il allait la respecter ne va pas forcément la respecter. Cette vidéo sera partagée. Il semble que les lycéens soient bien au courant des possibilités parfois dangereuses que ces technologies permettent, puisque ce sont les premiers utilisateurs de ces nouveaux moyens de communication. Le respect que l'on se porte à soi-même semble être l'unique rempart aux dangers liés à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Un tout autre domaine à présent, on va parler de la grogne du groupement des transporteurs de personnes à mobilité réduite. Ils dénoncent notamment la grille tarifaire qui n'est pas adaptée avec la réalité. Ils souhaitent également être mieux reconnus au niveau national. Patrick Curie les a rencontrés ce matin, son reportage. Andy Belair est transporteur. Son créneau, le TPMR, le transport de personnes à mobilité réduite. Pour cela, son outil de travail est un véhicule qui nécessite un aménagement spécial. Un aménagement qui se révèle très onéreux. Selon Andy Belair, secrétaire du syndicat des TPMR, les professionnels de ce secteur sont en situation de précarité. En cause, des tarifs mal adaptés à la réalité, malgré une hausse récente de 2%. Une convention avec la sécurité sociale fixe les tarifs et les statuts des professionnels, mais il serait un peu flou. Aujourd'hui, nous réclamons une tarification adaptée. Nous réclamons également un tarif TPMR qui tiendrait compte du prix du véhicule, du temps qu'on met pour acheminer le malade, pour le descendre, etc. Et également une reconnaissance au niveau national. Nous en appelons aux politiques, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, ça passe par les politiques. Nous devons être reconnus en métropole comme une profession d'utilité publique. Et nous appelons aussi au Conseil général, puisque nous faisons le transport des enfants qui vont dans les centres, dans les écoles spécialisées, qui puissent aussi revoir le tarif, puisque là encore nous avons un rapport d'expert comptable qui dit clairement que nous travaillons à perte. Aujourd'hui, cette profession qui représente 40 sociétés et 300 emplois menace d'entamer un mouvement pour faire aboutir ses revendications.
La Banque alimentaire de Guadeloupe organise comme chaque année sa collecte de denrées non périssables. Les bénévoles seront postés jusqu'à demain à la sortie des supermarchés pour récolter vos dons, des pâtes, des boîtes de conserve ou encore de la nourriture pour bébés qui seront ensuite donnés aux associations qui les redistribueront aux personnes les plus démunies. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'un meurtre d'un journaliste en Colombie, des conséquences de la coulée de boue au Brésil. Mais avant, une information plutôt insolite avec des œufs de tortue frits au Panama. Voici la Minute Caraïbe. Des œufs de tortue de mer enfouis dans le sable des plages de Panama risquent de frire avant leur éclosion en raison de la hausse des températures. Tortugas, une association de protection de l'environnement d'Amérique centrale, met en garde. Les rayons du soleil ont atteint 36 degrés alors que les œufs de tortue ont besoin d'une plage dont la température du sable est de 26 à 34 degrés pour être viable. À une température plus élevée, l'incubation est arrêtée, les protéines à l'intérieur cuisent. Cette mise en garde intervient juste avant le sommet de l'ONU sur le changement climatique qui se tiendra à Paris la semaine prochaine. Les négociations visent à réduire les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. La coulée de boue et de déchets miniers qui a enseveli le 5 novembre un village dans le sud-est du Brésil est arrivée dans l'océan Atlantique. Elle devrait s'étaler sur 9 km à proximité de l'embouchure du fleuve Dos. Le ministère de l'Environnement, cité par la presse dimanche, indique que ce véritable raz-de-marée de boue aura parcouru 650 km en 16 jours sur ce fleuve et est arrivé samedi après-midi sur le littoral de Regencia, état d'Espírito Santo, lui donnant une couleur ocre. C'est la pire catastrophe environnementale de l'histoire du pays, a déclaré vendredi la ministre de l'Environnement Isabella Teixeira. Plus de 280 000 personnes sont sans eau et des milliers d'animaux ont été tués. La réhabilitation du bassin du fleuve Rio Doce, pollué par la boue, prendra 30 ans au moins, selon la ministre. Samarco, l'entreprise responsable du désastre, s'est engagée à débourser au moins 260 millions de dollars pour réparer les dégâts environnementaux. Plusieurs amendes qui se montent déjà à 175 millions de dollars lui ont été infligées par les autorités brésiliennes. Un journaliste a été tué par balle lundi dans le nord-ouest de la Colombie, secteur où un reporter avait déjà été assassiné en 2014. Le journaliste avait manifesté une véhémente et énergique opposition à l'expulsion de personnes d'un terrain par la municipalité, a ajouté le colonel Guerrero, sans autre détail, précisant qu'il n'était toutefois pas établi si cela pouvait être le motif du meurtre. Cependant, et selon la Fondation pour la liberté de la presse, la FLIP, ce reporter a reçu des menaces de mort après la publication dimanche d'un article sur l'activité du groupe Giraldo Duque, intitulé « Mania de l'or contre petits mineurs ». Depuis le début de l'année, l'Unité nationale de protection, UNP, chargée de veiller sur les personnes en danger, a reçu 123 demandes concernant des journalistes, dont 77 qualifiés de niveau élevé, selon le même communiqué. Selon le Comité de protection des journalistes, le CPJ, 47 reporters ont été tués depuis 1992 en Colombie. Retour en Guadeloupe avec les skippers de la Mini Transat Île de Guadeloupe, tous réunis hier soir au Memorial Act. Le vainqueur, Frédéric Denis, qui a bouclé la course en un peu moins de 20 jours, a reçu sa récompense, tout comme le Guadeloupéen, dont c'était la première participation, Karl Chipotel. Le reportage d'Éric Pommier. C'est cette grande famille de la voile, option compétition, plus de 50 skippers, qui a fait de la Mini Transat 2015 la mini la plus compétitive de son histoire. Plus de 45 skippers partis au large et en solitaire, à tous, avec l'envie de gagner, mais avant tout avec la mission de rentrer à bon port à Pointe-à-Pitre. Hier soir, sur le site du Memorial Act, à l'occasion de la cérémonie des récompenses, ils avaient tous le sourire, heureux d'avoir fait l'impossible. La Mini Transat, pour moi, c'est une aventure qui véhicule l'espoir et le rêve, et avec les temps qui courent, je trouve que c'est vraiment très très important. Et voilà. Très ravi d'avoir eu cette victoire sur cette deuxième étape. Je tiens à remercier vraiment tout le monde pour cette belle organisation et surtout tous les concurrents. Je crois qu'on peut tous te féliciter d'avoir fait une super ambiance. Merci à la Guadeloupe aussi pour ce super accueil. Et voilà, je crois que l'ambiance de la Mini Transat, ça vaut vraiment de l'or. Donc voilà, bravo à tous. Le vainqueur, Frédéric Denis, c'est lui, le skipper de tous les records, à bord de son 650 catégorie proto. Outre la victoire, le skipper a rappelé l'intérêt de participer à cette course unique, à la saveur et à la philosophie particulière. Un énorme merci à tous les concurrents déjà, parce que
On a passé des moments vraiment exceptionnels ensemble et je pense que c'est des liens qui vont rester tissés à jamais. Merci vraiment à l'accueil ici, que ce soit aux étapes, tout le long de cette régate, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un seul faux pas, ça a été du bonheur tout le temps, arriver en Guadeloupe avec cet accueil, ces conditions, c'est vraiment, c'était un rêve et le reste sur la liste de la meilleure façon possible. 19e au classement général, Karl Chipotel, le local de la flotte, a été acclamé sans retenue. Le public, par une avalanche d'applaudissements, a compris l'enjeu du challenge du skipper guadeloupéen, dont c'était la première tentative. Et évidemment, ma présence ici est totalement partisane. Elle est seulement due au fait que je sois d'ici. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ma course, je l'ai faite du mieux que je pouvais. Pour une 19e place, allez, je m'en contente. Et en me disant qu'il m'en fait d'autres. Le rideau à 21h30 est enfin tombé sur la Mini Transat 2015, enfin presque. Le 5 décembre en effet, toute cette même famille se retrouvera à l'occasion du Salon nautique de Paris, porte de Versailles, pour la remise officielle des récompenses. Sport toujours avec l'équipe de France de décathlon qui est dans notre département depuis le début de la semaine. Les athlètes ont choisi notre climat pour s'entraîner en vue des championnats d'Europe d'athlétisme et en vue également des Jeux Olympiques de Rio. Un programme d'entraînement bien rythmé, comme l'a constaté Éric Pommier. 3 grands rendez-vous sont au programme pour l'équipe de France de décathlon, en escale en Guadeloupe, première destination soleil, pour des conditions optimales d'entraînement. Il y a à préparer en effet les championnats de France en juin, le championnat d'Europe à Amsterdam en juillet et surtout les Jeux Olympiques à Rio en 2016. Le directeur technique national Jean-Yves Cauchan et son staff gardent la tête froide malgré un planning de compétition plutôt chargé. Le programme est à suivre à la lettre sans forcément pousser les athlètes à se surpasser. Je pense que ça se prépare sur une Olympiade, voilà, c'est crescendo. Il ne faut surtout pas dire c'est l'année olympique, j'en fais beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là, qui se sont blessés ou qui sont arrivés fatigués aux Jeux olympiques. Non, il faut poursuivre la logique de préparation des dernières années avec bien sûr une motivation supplémentaire. Programme des ateliers, lancer du poids, lancer du disque et lancer du javelot. Objectif, assimiler le geste parfait spécifique à chaque discipline. C'est ce qu'on recherche. Après, il y a des petites subtilités à trouver dans l'entraînement pour ne pas être spécialiste de 10 épreuves, mais spécialiste de décathlon et trouver des ressemblances, des points communs entre le poids et le disque, entre la hauteur et la longueur. Et voilà. On arrive à gagner du temps en trouvant ces points communs. Bastien Ozeille a décroché la 13e place aux Jeux de Pékin en 2015. Le grand gaillard d'1,95 m affiche sa volonté de mieux faire, c'est-à-dire battre son total de 8147 points. L'entraînement en Guadeloupe tombe à point nommé. L'idée c'est de venir ici pour pouvoir accumuler une certaine dose d'entraînement. Et c'est vrai qu'en métropole à l'heure actuelle il fait froid et d'autant plus moi qui suis grenoblois, c'est délicat de s'entraîner dehors. Donc voilà, ça permet de venir chercher de bonnes conditions et surtout de la chaleur pour pouvoir s'entraîner de manière plus intensive. Bastien Ozeille, comme les autres athlètes de l'équipe de France, ont jusqu'au 7 décembre pour pousser leurs efforts, ainsi peaufiner leur préparation avant de s'envoler pour la métropole. Une rencontre entre le Groka et le violoncelle, c'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Le duo Raspail-Segal était à l'Archipel hier soir pour faire partager au public leurs univers. 2 univers complètement différents, mais qui se complètent. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Le hasard fait bien les choses, alors que l'on fête les 1 an de l'inscription du Groka au patrimoine mondial de l'UNESCO. Roger Raspail et Vincent Segal, tous les deux orfèvres dans leur art respectif, le tambour Groka et le violoncelle, viennent proposer un concept musical alliant ces 2 instruments. Je l'avais déjà invité une fois pour faire une rencontre au conservatoire à Paris, à Montreuil plus exactement, pour que des gens voient qu'on pouvait jouer avec des percussions et un violoncelle sans que ça soit si clivant. Oui, puis qu'il n'y ait pas ce côté fracture justement, et que ça soit vraiment c'est des peaux, des cordes, du bois, c'est des matières qui imitent la nature, qui imitent les forces de la nature, mais il n'y a pas un côté
moi, je ne voyais pas de différence, si ce n'est que les différences, elles viennent des cultures, de la communication, des langues, la langue des... Roger Raspail, percussionniste d'élite, associé à la crème des jazzmen antillais, Alain Jean-Marie, Jacques Courcil, Ralph Tamar, comme aux grands noms de la chanson africaine, Césaria Evoria, Pierre Akendengue, pose un regard de connaisseur sur la musique Gros-Ka, une musique qu'il a entre autres fait évoluer. J'ai eu la chance d'avoir joué avec Vélo avant de quitter l'île. J'ai eu la chance de jouer avec Carnot avant de quitter l'île. J'ai eu la chance de jouer avec Guy Conquête en Guadeloupe. Après, à Paris, ensuite, j'ai beaucoup tourné avec Guy. Le Gros-Ka, je pense qu'on l'a tous porté à un niveau que maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus dire que c'est une musique de vieux nègre. On ne peut plus dire que c'est une musique de révolutionnaire. C'est une musique tout court. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'on s'y habitue, que la musique Gros-Ka fasse partie du panel musical du monde entier. Et c'est ce que je me suis pas obligé de faire, mais que j'ai fait pendant toute ma carrière. Ces deux musiciens sont en tournée entre la Martinique et la Guadeloupe jusqu'au 5 décembre. Ils vous attendent samedi 28 novembre à Capesterre-Belle-Eau. Une très belle rencontre en tout cas. Info pratique maintenant avec vos coupures d'eau du jour. En raison du remplissage de réservoirs, plusieurs zones du Moule sont privées d'eau aujourd'hui. Sont notamment concernés les secteurs d'Allôme, de Guénette, l'autre bord, la Morelière, les Alizés, Porte d'Enfer, Portland ou encore Vieux-Moulin. Retour à la normale en fin d'après-midi. On va terminer avec vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Ce sera une alternance d'éclaircies, de passages nuageux avec quelques brèves averses. Les températures, elles, seront comprises entre 28 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.